Bonjour, bienvenue dans le Loiret pour visiter un château assez peu connu. Une bonne raison pour aujourd'hui pousser la lourde porte du château de Sully-sur-Loire. Avant de faire connaissance, il faut déjà passer la Loire. Là, le château offre son plus beau profil avec ce reflet magique dans les douves encore en eau. Un bâtiment historique qui pourtant n'a jamais bénéficié de fouilles archéologiques. Un château mal connu certes, mais que son directeur, depuis 10 ans, défend bec et ongles. Enfant, Benjamin Fedler se voyait pompier. Aujourd'hui, il aime jouer les détectives, fouiller dans les archives départementales ou nationales pour tout savoir sur l'histoire de ce château. Sully est un château de la Loire dans le sens où il est meublé, où on va retrouver ce qu'on peut trouver comme certitude dans les châteaux de la Loire. C'est un château qui a été occupé pendant plusieurs siècles, qui n'a été quitté par la famille que dans les années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est aussi un château qui a rencontré l'histoire de France avec un grand H, la présence de Jeanne d'Arc, évidemment, qui a été faite prisonnière ici, la présence de Louis XIV, petit, qui y a séjourné, mais aussi la présence de Voltaire. Donc c'est un château qui est à la fois très familial, et en même temps très historique. Et c'est ce qui fait de ce château un peu même comme dans son aménagement. Parfois des grandes salles comme celle-ci, très impressionnante, ou la chambre du roi qui est encore derrière. Parfois des salles beaucoup plus intimes, où on aurait juste envie de se poser et de lire un livre. C'est étonnant comme souvent les châteaux sont associés à un personnage de l'histoire. Chambord, c'est François Ier. Le château de Sully-sur-Loire, c'est Maximilien de Béthune. Le duc de Sully. Il devient duc de Sully en achetant le château de Sully. Donc il prend le nom de ce château. Maximilien de Béthune, lorsqu'il achète le château en 1602, est déjà un personnage extrêmement important. On peut considérer que c'est le deuxième personnage de l'État, après le roi Henri IV. Il possède de nombreuses terres. Il a les titres les plus importants, les plus intéressants. Surintendant des finances, grand voyer de France, grand maître de l'artillerie. Il va devenir gouverneur de la Bastille, gouverneur du Poitou. Il a une forme de rôle de Premier ministre. C'est sans doute le premier à récupérer autant de fonctions pour en faire un personnage si important. On a l'idée qu'un personnage aussi fantasque souvent qu'Henri IV, mais aussi visionnaire, tolérant, a trouvé avec ce Sully un personnage exactement l'inverse de lui, complémentaire, austère, mais en même temps extrêmement honnête, fidèle, qui va mettre en application les idées d'un personnage plus fantasque, mais aussi plus ambitieux et extrêmement brillant qu'était Henri IV. Et vous êtes venu avec un cadeau? Alors un cadeau, je ne sais pas, mais en tout cas, non, c'est pas un cadeau pour moi. objet Oula, assez il est étrange. bizarre votre cadeau alors. C'est un bout de crâne. Ah, j'ai Je cru que vous c'était laisser une dent regarder. de C'est quelque un bout chose. de crâne. Alors c'est pas le bout de n'importe quel crâne, c'est le bout du crâne de Sully. Oh, bah pauvre monsieur. Présumé. Alors Sully a été inhumé dans un très très beau tombeau à Nogent-le-Rotrou, près de Chartres. Ouais. Et ce tombeau a été profané à la Révolution. Et à la fin du 19e siècle, un curé, dont on a le nom ici, Ah, c'est son. J'essayais de lire, mais c'est impossible en fait. Hein. Voilà. On peut que ce soit un peu en latin. L'abbé Godet, retrouve les ossements présumés du duc et de sa femme, Ouais. et les rend à la famille du duc de Sully. Ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est qu'il y a 4-5 ans, une dame me passe un petit coup de fil en me disant « J'ai retrouvé un bout de crâne du duc de Sully ». En fait, l'abbé Godet, c'est ce qui rend la chose un peu originale, lorsqu'il a rendu les corps, a fait des prélèvements, sans doute. Là, en tout cas, un bout de crâne, pour créer des espèces de petites reliques, comme on le voit ici. À des fins À des fins, commerciales, je dirais, commerciales sans doute pas, mais en tout cas pour des petits cadeaux qu'il donnait à certaines personnes dans la région de Nogent-le-Rotrou. On n'avait pas imaginé qu'il y ait autant de boucs qui se promènent. Combien de temps Sully a-t-il résidé et a marqué de son empreinte ce château? Il a acheté en 1602, il va mourir en 1641, donc il va y vivre à peu près 40 ans. Ce n'est pas son château favori, ce n'est pas le lieu de villégiature qu'il préfère. Pendant 10 ans, jusqu'en 1610-1611, l'assassinat d'Henri IV en est en 1610, il va surtout vivre à Paris, bien sûr, dans ses logements de fonction. C'est un Parisien, d'une certaine façon. Il a l'habitude des appartements parisiens, luxueux, de rencontrer les gens importants à Paris. Sully fait province pour lui.
Il va faire quelques aménagements, il va surtout écrire ici et imprimer ici, bien en cachette, dans une tour, ses mémoires, les économies royales, qui resteront pendant plusieurs siècles une véritable référence historique. Tout Parisien qu'il puisse être, Maximilien de Béthune reste ancré à la Loire et à la ville qui porte son nom. Sully nous amène aussi en Vallée du Loir, dans un château moins touristique et qui fut sa résidence de cœur. Le temps semble s'y être arrêté, en l'an 1391. Au sud de Chartres, Villebon tient de l'ailleurs oublié, avec ses 200 hectares et ses 60 électeurs, dans un décor plein de cachets, couleur brique, celle de son bourg fortifié et de sa forteresse. Un château fort comme dans les livres d'enfants. Des tours et des courtines, des douves et un chemin de ronde, tout y est. Même le pont-levis qu'abaisse chaque matin Jean de la Rodière, à la fois châtelain et financier. Nous sommes ici à la limite de la Beauce et du Perche. C'était à l'époque une frontière entre la France et l'Angleterre. Villebon a été construit notamment grâce à un don de Charles VI, roi de France, pour défendre cette frontière. Depuis 1391, Villebon n'a été vendu que 2 fois. Une première fois en 1607 au Grand Sully et une deuxième fois en 1812 à la famille de Pontois-Pontcarré. Ça fait donc 3 familles qui se succèdent à Villebon depuis 600 ans. De Louis XI à Henri IV et de Gaulle à Giscard, Villebon a baissé son pont-levis devant 6 rois et 3 présidents, mais la vedette, c'est ici Sully. Il y vécut 24 ans et y mourut. Sa galerie des fresques rappelle d'ailleurs les châteaux qui marquèrent sa vie. On y trouve Rosny-sur-Seine où Sully est né, Villebon où Sully est mort, Nogent-le-Rotrou où Sully est enterré. Et bien entendu, Sully-sur-Loire, son château le plus emblématique. Néanmoins, c'est à Villebon qu'il aimait vivre, qu'il écrit les économies royales. Sully avait aussi le goût du faste lié à son rang, c'est-à-dire que lorsqu'il sortait dans le parc, on sonnait la cloche et il était escorté de ses gardes. Un parc oxygéné ouvert aux 3000 visiteurs de ce site enchanteur. Mais pas question de pousser toutes les portes de ce château aux 50 pièces. Je voudrais vous montrer maintenant une pièce qu'on ne voit pas habituellement. C'est l'oratoire de Sully. Sully qui était resté protestant alors qu'il avait convaincu Henri IV de se convertir au catholicisme, d'où l'expression « Paris vaut bien une messe ». Villebon s'est toujours adapté à son époque. On part d'une pure forteresse avec un rôle défensif. Ça devient une demeure de plaisance à la Renaissance. Et aujourd'hui, on l'ouvre à un maximum de personnes. Et mon père m'a toujours dit, il faut absolument que Villebon ait ce rôle de partage. Une forteresse en héritage, pour un touriste encore trop rare. Pourtant, en plein pays de Marcel Proust, il y a là de quoi retrouver le temps perdu. Lorsque le Conseil général achète le château de Sully en 1962, il est vide. Il faudra 7 ans pour faire revenir les premières œuvres. Aujourd'hui, une grande partie du mobilier appartient à l'État, plus exactement au mobilier national. Jean-Jacques Gauthier est inspecteur au sein de cette institution qui dépend du ministère de la Culture. Colbert s'était rendu compte qu'à la mort de chaque roi, il ne restait plus rien des collections mobilières du souverain défunt. Et il a eu l'idée de créer le garde-meuble de la couronne en 1663, d'établir tout un système de marquage, d'inventaire, de façon à ce qu'on puisse avoir une traçabilité des objets. Et c'est donc à ce moment-là que l'on crée véritablement le garde-meuble de la couronne. Pour ce qui est de ce château de Sully-sur-Loire, quel a été l'apport du mobilier national ? Le château de Sully-sur-Loire est resté une résidence privée jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Et on a essayé de se rapprocher le plus près possible de ce que pouvait être cette résidence
au moment où elle était habitée, de façon à ce que l'on puisse, à défaut d'avoir le mobilier d'origine, évoquer une sorte d'équivalence par des meubles, par des sièges, par des bronzes, etc., pour montrer comment vivait encore une grande famille aristocratique dans un château au XXe siècle. Quand un visiteur rentre dans une salle, il ne doit pas avoir le sentiment d'être tout à fait dans un endroit comme un autre. Il doit être un peu dépaysé en quelque sorte et il doit essayer de faire l'effort de s'adapter à ce qu'il a sous les yeux. Il est chez des gens dont à la fois il s'assimile en fait en quelque sorte à son hôte et en même temps il essaie de comprendre pourquoi les meubles sont disposés de telle façon, pourquoi est-ce qu'il y a dans un salon tout un art de la réception, un art de vivre, un art de prendre le thé à tel endroit, un art de se ressouder autour d'une cheminée, autour d'un foyer. Et il faut tenir compte de toutes ces lectures possibles dans un salon. L'art de jouer, l'art de faire de la musique. Vous voyez, il y a vraiment toutes ces composantes qui peuvent être des strates qui se superposent et que le visiteur progressivement est amené à identifier. Ce qui lui permet à la fois d'investir le lieu, psychiquement pour lui c'est quelque chose de très satisfaisant, et en même temps d'assimiler un art de vie qui n'est plus du tout évidemment celui que nous avons maintenant. Le bureau n'est pas mis là par hasard. Non, il n'est pas mis là par hasard, il est là pour faire sens, c'est-à-dire pour évoquer l'écriture que l'on pouvait exercer dans cette pièce. Et puis aussi, on l'a décalé un petit peu de façon à ce que le bronze latéral, vous voyez qui est là, puisse être admiré par les visiteurs, de façon à ce qu'ils aient aussi une vue complète de l'œuvre d'art. Pour ce qui concerne Sully-sur-Loire, vous savez, ces propositions d'ameublement sont toujours quelque chose qu'on est toujours susceptible d'améliorer. On commence généralement par les gros meubles, les bénisteries, les commodes, les bureaux plats, les sièges, et puis ensuite, progressivement, on va vers les bronzes et puis les objets d'art, enfin tout ce qui donne aussi cette vie, ce côté un petit peu de touche féminine qui est énormément présente dans ces anciennes maisons qui étaient évidemment gérées par des femmes de l'aristocratie. Tout est possible par des équivalences et on essaie d'avoir la meilleure équivalence possible pour évoquer ce qui s'y trouvait à une époque précise. Si on s'éloigne un peu des hauts murs du château pour les routes de campagne alentour, on a de grandes chances chaque matin de croiser Denis Chavigny. Peintre ornithologue, il arpente les bords de Loire à la rencontre des oiseaux et rassemble des milliers de croquis et d'aquarelles. Les 10 km qui vont de Sully à Cuissy, ces 10 km-là, c'est mon bureau de travail. C'est le secteur que je parcours le plus régulièrement possible. J'espère quand même à chaque sortie voir la chose fabuleuse et tout, ça c'est certain. Donc je mets toutes les chances de mon côté. Connaissant bien mon secteur, je m'éloigne carrément de la Loire si c'est pas bon, si elle est trop haute. On est donc plus ou moins à 4-5 km de Sully. C'est dans une zone qui est en plus entre Forêt d'Orléans, qui est juste à côté, et la Loire. Donc c'est une zone un peu transitoire qui est très intéressante. Donc choisis le moment où il y a un canard souchet qui est passé devant ma longue vue, puis il s'est secoué si on veut après le bain. Donc ça dure 2 secondes, là il y est plus, même il est complètement parti du secteur, mais bon, j'ai l'image et puis il y a beaucoup de mouettes qui croisent à gauche, à droite, et j'en ai saisi 2, 3 quarts avant, une à gauche, une à droite. Elle est là, la maison, là, juste devant, sur le tronc, là, sur le tronc qui est là, à côté de celui qui est en lierre. Elle récolte du lichen pour faire son nid. Elle en a déjà plein le bec. Pour ce qui est des croquis sur le terrain, en règle générale, pour un oiseau simple, en tout cas, le croquis au crayon, ça ne dépasse pas la minute. C'est juste une ébauche. Dès que j'aquarelle, c'est de l'ordre de 20 à 30 minutes quand même. C'est beaucoup, beaucoup plus long. Parce qu'il y a tout à prendre en considération. Il y a 1000 images possibles et puis il faut en choisir une. Surtout quand il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux d'un coup. Tous ces carnets, c'est le reflet de 30 ans de terrain, 30 ans de souvenirs. Chaque page est une histoire singulière. Ça fait partie de mon trésor. La base de tout mon travail, que ce soit pour faire des tableaux ou pour faire des livres, doit être à peu près 32 500 croquis.
Ce carnet, par exemple, c'est ma folle journée annuelle. Donc je pars de Sully-sur-Loire à 4 h du matin et je fais tout un circuit tout autour pour collecter un maximum de croquis. Donc vous voyez, par exemple, ça fait 7h42, 7h54, 8h09, 8h12 et puis ça continue de minute en minute. Il y a 2 personnes en moi, il y a l'ornithologue et le dessinateur, c'est pas vraiment les mêmes. Sur le terrain, c'est un petit peu, ils sont ensemble vraiment. Après en atelier, ils ne se connaissent pas du tout. C'est 2 peintres ils laissent tomber l'ornithologue. Ils regardent ce que l'ornithologue a ramené dans ses carnets et après, ils cherchent à en tirer parti. La Loire, je ne pourrais absolument pas m'en éloigner. C'est tout à fait extraordinaire. Il y a une certaine douceur. La Loire, c'est encore un paradis pour les oiseaux. Je fais ça, c'est pour vivre, c'est pour être, c'est tout. C'est un besoin et c'est tout. C'est une plénitude complète. Retour au château de Sully. Il ne faudrait pas louper les visites guidées de Pierre Laforêt. Fraîchement arrivé au château en 2014, diplômé d'histoire de l'art, il est passé par la Sorbonne et le musée Rodin, gardant fidèle sa passion pour les histoires de châteaux forts. Quelle est l'origine de cet attrait que vous pouviez avoir et que vous avez encore pour les châteaux? Est-ce que ça remonte à l'enfance? Alors oui, je m'imaginais les histoires, je lisais beaucoup, j'aimais les documentaires aussi, je me nourrissais exclusivement de ça. J'aimais beaucoup tous les romans aussi qui pouvaient se passer dans les châteaux, c'était un petit peu ma spécialité. Alors, on passait par le mystère de la chambre jaune, toutes les aventures d'Agatha Christie aussi qui se passent dans les manoirs d'Angleterre. Et petit à petit, oui, c'est une forme un peu mystique autour du château qui s'est développée en moi. Alors, au château de Sully, on voit énormément de pièces pour un château de la Loire. On en voit 19, mais ça représente 50% de ce qui est visible. Mais il y a aussi beaucoup de pièces insolites qui sont des pièces de vie de l'histoire, où le quotidien s'est déroulé pendant des siècles, mais qui aujourd'hui ne sont pas visibles. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec les gens. On se balade en petits groupes dans le château, on ouvre des portes dérobées, donc toutes petites, souvent cachées dans les lambris, comme ici par exemple. On a derrière des couloirs, des escaliers, des charpentes aussi qui n'ont jamais été vues, des pièces qui sont inoccupées encore dans leur jus. On a du mobilier, on a des vieux marbres, on a de la poussière, et tout ça, ça contribue à regarder un petit peu le château par le trou de la serrure. Au XVIIe siècle, Maximilien de Béthune installe ici son cabinet du trésor. Ce meuble ici, on l'appelle une table de change. C'est ni plus ni moins qu'un tiroir-caisse en fait, du XVIIe siècle. Vous avez ici, vous voyez, un grand tiroir à fond unique. Ouais. Et vous avez surtout quelque chose de très intéressant qui se trouve dessous. C'est un grand tiroir avec une poignée d'un côté et une poignée de l'autre qui coulissent aussi bien d'un côté que de l'autre de la table. Ah ouais, c'est pourquoi ça? Alors ça, c'est ce que l'on appelle un dessous de table. C'est ce qui a donné... Voilà, c'est la naissance de l'expression le dessous de table. Voilà. Là, il y a ce qu'on déclare. Il y a exactement l'officiel ici. Ce qu'on oublie, quoi. Et l'officieux que l'on oublie dessous. Voilà, exactement. C'est excellent, ça vient d'ici. Ça vient d'ici, et exactement. dessous de table. Hein. Le château de Sully a une particularité, c'est qu'il est très différent esthétiquement des autres châteaux de la Loire, finalement. Il est assez austère de décoration, il est très médiéval, mais il a une histoire propre des gens qui notamment sont passés par ces salles, qui est extrêmement riche. Et c'est la petite histoire du château justement qui m'intéresse. Ce sont les anecdotes, ce sont toutes les traces finalement de ces passages qui sont la richesse du château. Brûlée, bombardée en 1940, Sully-sur-Loire a été entièrement reconstruite après la guerre. Sylvain Adelin lui consacre un épisode de la série Paysages pour mieux comprendre les choix qui ont conduit à cette physionomie que l'on connaît aujourd'hui. Du paysage de Sully-sur-Loire, chacun retient le château et la Loire. La ville semble effacée, neutre. Pourtant, elle porte un projet fort, celui de la reconstruction de l'après-guerre. Olivier Morin, libraire, est un historien local doué. Il accompagne aujourd'hui Christelle, chercheuse, et Benoît, urbaniste. Ils travaillent ensemble pour une exposition à venir sur la reconstruction en région centre. Pour le moment, ils s'informent de l'histoire de Sully.
Donc on a réoccupé les boulevards, la poste se trouvait là, ici. Là, Remontons le cours du temps. Sully subira par 2 fois une destruction quasi totale de son centre-ville. Le 18 juin 1940, alors que le général de Gaulle lance son appel, l'aviation allemande bombarde la ville en représailles de la destruction du pont par les Français. Effet collatéral, la ville s'enflamme. Comme il y avait beaucoup de structures de bois à l'intérieur, c'était quand même une ville ancienne, avec des maisons en pan de bois ou beaucoup de bois à l'intérieur, la ville a brûlé toute seule, elle s'est consumée au fil des jours. Et 5 jours après, on n'allait pas au-delà des boulevards, le centre-ville était trop chaud. La ville ayant été évacuée, les gens, quand ils sont revenus en ville, ils ont vu des ruines. Quand on arrivait devant sa maison, il n'y avait plus rien. Les habitants se relogeront aux alentours dans des baraquements et commenceront le déblaiement. Un projet de reconstruction s'élabore, mais la ville subit une deuxième destruction. 6 juillet 1944, les forces alliées pilonnent le pont à peine reconstruit. Sully, une seconde fois en feu, est détruite à 70%. Les habitants devront attendre la fin de la guerre pour envisager la reconstruction. Il y avait un ministère, le MRU, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Donc il était question de mandater un architecte et un urbaniste en chef qui lui faisait un plan de la ville. Et donc il définissait la morphologie urbaine, donc les hauteurs du bâti, la construction sur plan, donc le recul sur la voirie, l'épaisseur, ce genre de choses. L'urbanisme de l'époque se veut avant-gardiste. Il prend en compte les nouveaux besoins comme la circulation automobile ou le réseau électrique urbain. Le modèle d'habitat choisi est assez dense, en îlots bâtis autour d'espaces verts. Passages, porches, jardinets privés en arrière-cour et en façade, beaucoup de commerces. Le paysage de la ville se recrée. Il échappe à la volonté de faire à l'identique, comme pour effacer le traumatisme de la guerre. On a tendance à parler, notamment pour le Val-de-Loire, on a tendance à dire que voilà, on a refait à l'identique. Non, c'est pas vrai du tout, c'est pas du tout refait à l'identique. Mais par contre, effectivement, il y a un esprit, une certaine homogénéité, malgré la diversité, qui ressort en tout cas de tout ça. Il y a une forme de plan d'ensemble, si on peut dire comme ça, qui est pensé, qui est imaginé et qui est censé redonner l'âme de la ville antérieure et en même temps, tout en la modernisant. Le patrimoine bâti de la reconstruction n'est pas classé. Pourtant, Sully perdrait de son caractère si demain, chacun le modifiait à sa façon. L'objectif du projet d'exposition sur la reconstruction est de permettre un regard différent sur la ville, de donner des clés de compréhension de son histoire afin que chacun se sente investi dans son paysage quotidien. On dit souvent que c'est le plus petit des grands châteaux de la Loire. C'est le premier au classement patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour autant, il est un petit peu à l'écart. Le premier château de la Loire après nous, en venant de l'Est, c'est Chambord. Et c'est ce qui fait que Sully est un petit peu à l'écart, en tout cas dans la pensée des gens, même si Sully est souvent un des châteaux les plus photographiés. Évidemment, prêchant pour ma paroisse, le château de Sully a une histoire extrêmement brillante, et extrêmement brillante surtout avant et après la Renaissance. Comment imaginez-vous, voyez-vous l'avenir de ce château et de Sully ? Oh, il y a plusieurs rêves possibles. D'abord, la première chose, c'est de connaître encore plus le château. Il y a des parties d'ombre, par exemple au Moyen-Âge, mais aussi, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale. Ces parties d'ombre, c'est à nous de les découvrir et à un moment donné de les transmettre. Faire découvrir aux gens de nouvelles choses, des choses qu'on aura nous-mêmes travaillées, cherchées, avec parfois des interventions extérieures, parfois nous-mêmes. On continue tous les jours, et c'est ça qui est étonnant, à découvrir des choses nouvelles. Si on avait 2 pistes concrètes à trouver, la première piste serait le parc. Il y a sans doute quelque chose à faire sur le parc. D'abord par sa proximité de la Loire et de la Sange, la petite rivière, et parce qu'il a été à un moment donné un des grands parcs de châteaux de France. On a du mal à y croire maintenant, on a découvert une forêt, une balade agréable certes, mais pas historique. Ça a été un des très grands jardins de France au début du XVIIe siècle, avec une véritable vision de l'agriculture, une vision moderne de l'agriculture et le partage des lieux. La deuxième piste serait à l'intérieur, c'est de travailler sur une ou 2 salles, notamment la salle des gardes à côté de la charpente, où mon rêve est de faire venir des armures et de présenter aux gens l'évolution des armes
notamment pendant la guerre de 100 ans qui a fortement marqué ce lieu. Merci d'avoir fait la visite avec nous. J'espère vous avoir donné envie de pousser vous aussi les grilles du château de Sully-sur-Loire. Il est ouvert toute l'année, sauf le lundi, et tous les jours pendant les 2 mois d'été. Passez une très belle semaine. À très vite pour de nouvelles aventures ligériennes. Oui, c'est un Bacchus. Hein. Bon, voyez ce que ça fait. Vous êtes en train de filmer là. Mais où est Benjamin? Il est juste à côté. Qu'est-ce qu'on apprend comme chose avec cette émission, c'est incroyable, hein?